conservateur d'un musée local et minéralogiste renommé. Un jour, où j'examinais les spécimens en réserve disposés sans ordre sur des étagères dans une arrière-salle du musée, mon regard s'arrêta sur l'un des vieux journaux étalés sous les bières, dans lequel se trouvait une étrange photographie. Le journal, je l'ai déjà dit, était le Sydney Bulletin, car mon ami avait des correspondants à travers le monde entier. Quant à la photographie, elle représentait une hideuse statuette de pierre, presque identique à celle que Legrasse avait trouvée dans les marais. Je débarrassai vivement la feuille de son précieux contenu, lus l'article avec soin, et regrettai qu'il ne fût pas plus long. Néanmoins, ce qu'il suggérait suffit à ranimer mon zèle de chercheur, et je le déchirai soigneusement, avant de passer à l'action. En voici la teneur. Épave mystérieuse en mer. Le Vigilant arrive au port remorquant yacht de Nouvelle-Zélande fortement armé. Un mort et un survivant à bord. Récit de combats furieux et de morts en pleine mer. Matelot rescapé refuse raconter détails de son étrange aventure. Idole bizarre trouvée en sa possession. Une enquête va s'ouvrir. Le cargo Vigilant de la compagnie Morrison partit de Valparaiso et arrivé ce matin à son poste d'amarrage de Darling Harbour, remorquant un bâtiment désemparé fortement armé, le yacht Alert de Dunedin, Nouvelle-Zélande, qu'il avait rencontré le 12 avril par 34°21 de latitude sud et 152°17 de longitude ouest, ayant à son bord un mort et un vivant. Le Vigilant quitta Valparaiso le 25 mars et dans la journée du 2 avril, il fut considérablement dérouté vers le sud par une violente tempête. Le 12 avril, il arriva en vue de l'épave. Elle paraissait déserte, mais les marins qui montèrent à bord y trouvèrent un matelot mort, apparemment depuis plus d'une semaine, et un autre en proie au délire. Le survivant étreignait une horrible idole de pierre, d'origine inconnue, haute d'1 pied environ, dont la nature déconcerte totalement les compétences de l'université de Sydney, de la Royal Society et du musée de College Street. L'homme dit l'avoir trouvé dans la cabine du yacht, à l'intérieur d'un petit reliquaire gravé très ordinaire. Ayant recouvré la raison, il raconta une histoire de piraterie et de massacre extrêmement bizarre. C'est un Norvégien assez intelligent nommé Gustav Johansen, ex-premier lieutenant de la goélette Emma d'Auckland, parti pour Callao le 20 février avec un personnel de 11 hommes. L'Emma, dit-il, retardé et considérablement dérouté vers le sud par la grande tempête du 1er mars, rencontra le 22 mars par 49°51 de latitude sud et 128°34 de longitude ouest le yacht Alert, monté par une bande de Kanaks et de métis à la mine patibulaire. Le capitaine Collins, mis en demeure de virer de bord, refusa d'obéir, sur quoi l'étrange équipage ouvrit le feu brutalement sur la goélette sans avertissement préalable et avec les canons de bronze particulièrement lourds de leur navire. Les matelots de l'Emma ne se laissèrent pas faire, et bien que la goélette commença à couler du fait des projectiles
avaient mis à la voile en toute hâte après la tempête, les tremblements de terre du 1er mars. Notre correspondant d'Auckland déclare que l'Emma et son équipage jouissent d'une excellente réputation et que l'on tient Johansen pour un brave homme entièrement digne de confiance. L'Amirauté va ouvrir une enquête sur cette affaire au cours de laquelle on essaiera d'amener Johansen à parler plus librement qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Cet article et l'image infernale qui l'accompagnait suscitèrent en moi les pensées les plus troublantes. Il m'apportait de nouvelles et précieuses données sur le culte de Cthulhu qui se célébrait en mer aussi bien que sur terre. Pour quel motif les métis du Yak avaient-ils ordonné à l'Emma de virer de bord? Quelle était l'île inconnue où six matelots de la goélette avaient trouvé la mort et au sujet de laquelle Johansen se montrait si réticent? Quels pouvaient être les résultats de l'enquête de l'Amirauté? Que savait-on à Dundee de ce culte monstrueux? Par-dessus tout, ne fallait-il pas s'émerveiller de cet enchaînement extraordinaire de dates qui, à n'en pas douter, prêtait un sens maléfique aux événements divers si soigneusement notés par mon oncle? Le 1er mars, il y avait eu une violente tempête et un léger tremblement de terre. L'Alerte et son ignoble équipage avaient quitté Dundee en toute hâte, comme pour obéir à un appel impérieux. À l'autre extrémité de la terre, des poètes et des artistes commençaient à rêver d'une cyclopéenne cité sous-marine, tandis qu'un jeune sculpteur modelait dans son sommeil l'image du redoutable Cthulhu. Le 23 mars, les survivants de l'Emma débarquaient sur une île inconnue où 6 d'entre eux trouvaient la mort. À cette même date, les rêves de certains hommes impressionnables atteignaient leur paroxysme d'horreur, étaient hantés par la crainte d'un monstre gigantesque. Un architecte devenait fou, un sculpteur était brusquement en proie à un délire inexplicable. Que penser de la tempête du 2 avril, date à laquelle toutes les visions de la cité cyclopéenne prenaient fin, tandis que Wilcox se trouvait soudain guéri de son étrange fièvre? Que penser également des allusions du vieux Castro à ces anciens venus des astres, à leur règne prochain, à leur culte fidèle, à leur contrôle des rêves des mortels? Est-ce que je chancelais au bord d'une abîme d'horreur cosmique trop terrible pour qu'un homme pût les supporter? En ce cas, elle devait affecter que l'esprit, car le 2 avril semblait avoir mis un terme à la monstrueuse menace qui avait commencé à assiéger l'âme humaine. Ce soir-là, après avoir passé ma journée à envoyer des câbles et à faire divers préparatifs, je dis adieu à mon hôte et pris le train pour San Francisco. Moins d'un mois plus tard, j'étais à Dundee, mais je constatais que l'on n'y savait pas grand-chose des membres du culte secret qui hantaient les vieilles tavernes. La lie des quais était trop commune pour qu'on s'en soucie. Pourtant, il fut vaguement question d'une expédition de ces métis à l'intérieur des terres, et l'on avait alors observé un tam-tam étouffé et une flamme rouge au loin sur les collines. À Auckland, j'appris que Johansen avait subi à Sydney un interrogatoire rapide et peu concluant, qu'à son retour, ses cheveux jaunes étaient devenus blancs et que par la suite, ayant vendu sa petite maison de West Street, il s'était embarqué avec sa femme pour regagner sa vieille demeure d'Oslo. De sa fantastique aventure, il n'avait rien révélé de plus à ses amis que ses déclarations aux fonctionnaires de l'Amirauté, et ils ne purent me donner que son adresse à Oslo. Je me rendis à Sydney, où je m'entretins sans profit avec plusieurs marins et les membres du tribunal de l'Amirauté. Je vis l'Alerte, vendue et convertie à un usage commercial à Circular Quay, dans la baie de Sydney, mais sa coque ne me révéla rien. L'idole accroupie à tête de pieuvre, au corps de dragon, aux ailes écailleuses, au piédestal couvert de hiéroglyphes, se trouvait au musée de Hyde Park. Je l'examinai avec soin et constatai que c'était une œuvre d'art d'une facture exquise, aussi ancienne, étrange et mystérieuse que le spécimen plus petit de Le Grasse. Le conservateur m'apprit qu'elle posait au géologue une monstrueuse énigme, car il jurait solennellement qu'il n'existait pas de roche semblable dans l'univers entier. Alors je songeai en frissonnant à la déclaration de Castro au sujet des anciens. Ils étaient venus des étoiles et avaient apporté leur image avec eux. Profondément bouleversé, comme je ne l'avais jamais été, je décidai d'aller voir Matt Johansen à Oslo. Après avoir gagné Londres, je pris le premier bateau en partance pour la capitale norvégienne et, un jour d'automne, j'abordai sur des quais bien tenus au pied de l'Edgeberg.
Je fis en taxi le court trajet, et le cœur battant, je frappai à la porte du bâtiment ancien, en bon état, avec sa façade crépie. Une femme triste, vêtue de noir, répondit à mon appel, et je fus consterné quand elle m'apprit, dans un anglais hésitant, que Gustav Johansen n'était plus. Il n'avait pas longtemps survécu à son retour, car sa terrible aventure sur mer en 1925 l'avait brisé. Il n'avait rien raconté de plus à sa femme que dans ses déclarations publiques, mais il laissait un long manuscrit, des questions techniques, disait-il, rédigé en anglais, dans l'intention manifeste de préserver sa veuve d'une lecture dangereuse. Au cours d'une promenade dans une ruelle étroite près du bassin de Gothenburg, il avait été renversé par un ballot de vieux papier tombé de la fenêtre d'une mansarde. 2 matelots indiens l'avaient relevé immédiatement, mais il était mort avant l'arrivée de l'ambulance. Les médecins, incapables de préciser la cause du décès, l'avaient attribué à une maladie de cœur et à un affaissement général de l'organisme. Je sentis alors me mordre au cœur cette obscure terreur qui ne me quittera plus jusqu'à ce que, moi aussi, je sois au repos, par accident ou d'une autre manière. Ayant persuadé la veuve que ma connaissance des sujets techniques de son mari me donnait un droit sur son manuscrit, j'emportai le document et commençai à le lire dans le bateau qui me ramenait à Londres. C'était un récit simple, décousu, naïf et c'est un journal de mer rédigé après coup, qui s'efforçait de relater, jour après jour, ce dernier voyage effroyable. Je ne saurais le transcrire textuellement avec ses redites et ses obscurités, mais ce que j'en dirai suffira à expliquer pourquoi le bruit des vagues contre le flanc du bateau me devint si intolérable que je me mis du coton dans les oreilles. Johansen, Dieu merci, ne savait pas tout, quoiqu'il eût vu la cité et le monstre. Mais moi, je ne goûterai jamais plus un sommeil paisible en songeant aux horreurs embusquées au-delà de notre vie, dans l'espace et le temps, en évoquant ces créatures maudites venues d'antiques planètes plongées dans leurs rêves au fond de la mer, connues de certains spectateurs qui leur vouent un culte cauchemardesque et aspirent à les lâcher sur notre globe chaque fois qu'un nouveau tremblement de terre élèvera leur ville cyclopéenne jusqu'à la lumière du soleil. Le voyage de Johansen avait commencé exactement comme il l'avait raconté aux fonctionnaires de l'amirauté. Les mâts, ayant quitté Auckland sur l'est le 20 février, avaient subi tout l'impact de cette tempête consécutive au tremblement de terre qui dut arracher aux abîmes marins les abominations dont furent peuplés les rêves des hommes à cette époque. Ces avaries, une fois réparées, la goélette faisait bonne route lorsqu'elle fut arraisonnée par l'alerte le 22 mars, et je sentis les regrets du premier lieutenant dans le passage de son manuscrit relatant le bombardement du naufrage de son navire. Johansen parle avec une horreur manifeste des métis du yak, de leur culte abominable. Il les décrit sous des traits particulièrement repoussants, considère leur destruction comme un devoir élémentaire et s'étonne ingénument de l'accusation de cruauté portée par la commission d'enquête contre lui-même et ses compagnons. Poussés par la curiosité, Johansen et ses hommes poursuivent leur route à bord du yak capturé. Bientôt, ils aperçoivent une haute colonne de pierre émergeant au-dessus des flots, par 47,9° de latitude sud et 120,43° de longitude ouest. Ils arrivent à un littoral de boue, de vases et de blocs de maçonnerie cyclopéenne, tapissés d'algues qui ne peuvent être que la substance tangible de la suprême terreur de notre univers. La ville morte de R'lyeh, bâtie des millions d'années avant le début de notre histoire par les immondes créatures géantes sécrétées en de sombres étoiles. C'est là que gisait le grand Cthulhu et ses hordes au fond de leur vert caveau sointant, d'où ils diffusaient enfin au terme de cycles incalculables des pensées qui répandaient la peur dans les rêves des hommes sensibles et enjoignaient aux fidèles d'entreprendre un pèlerinage de libération et de restauration. Johansen ne soupçonnait rien de tout cela, mais Dieu sait qu'il le vit bien assez tôt. Je suppose que seul avait dû émerger des eaux la hideuse citadelle, couronnée d'un monolithe démesuré où était enseveli le grand Cthulhu. Quand je songe à l'étendue de tout ce qui peut s'embusquer au fond de l'océan, il me prend des envies de me donner la mort sans plus attendre. Johansen et ses hommes éprouvèrent une stupeur effarée
Sans rien connaître du futurisme, Johansen s'en rapproche beaucoup quand il parle de la ville. Au lieu de décrire une construction ou tel bâtiment précis, il privilégie l'impression générale d'angles et de surfaces immenses, trop pour appartenir ou convenir à cette terre, couverte de hiéroglyphes et d'images impies. Je mentionne ce qu'il dit des angles, car cela rappelle un propos de Wilcox au sujet de ses terribles rêves. Le jeune sculpteur disait que la géométrie de sa ville rêvée était anormale, non euclidienne, en ce qu'elle évoquait de détestables sphères et de dimensions étranges aux nôtres. Voilà qu'un matelot inculte avait eu la même impression en contemplant la terrifiante réalité. Johansen et ses hommes débarquèrent sur une pente boueuse de cette monstrueuse acropole et gravirent en glissant des blocs géants couverts de limons qui, certes, n'avaient jamais servi d'escalier à des mortels. Le soleil, même, semblait déformé à travers les miasmes polarisants qui émanaient de cette perversion sous-marine. Une menace tortueuse attendait, tapie dans ses angles déconcertants, où un second coup d'œil révélait une surface concave, alors qu'au premier regard, elle paraissait convexe. Les explorateurs éprouvèrent une crainte indéfinissable avant même d'avoir vu autre chose que du roc, de la vase ou des algues. Chacun aurait fui s'il n'avait redouté le mépris des autres, et ce fut à contre-cœur qu'ils se mirent en quête, d'ailleurs en vain, de quelques souvenirs à emporter. Rodriguez, le Portugais, grimpa le premier jusqu'à la base du monolithe et cria sa découverte. Les autres le suivirent, contemplant avec curiosité une immense porte décorée du bas-relief familier de la pieuvre. Une grande porte de grange, disait Johansen. Tous comprirent de quoi il s'agissait, à cause du linteau orné du seuil et des montants de chaque côté, mais il était impossible de savoir si elle reposait à plat, comme une trappe, ou en pied, comme la porte extérieure d'une cave. Pour reprendre les termes de Wilcox, la géométrie était anormale. On n'était pas sûr que la mer et le sol fussent horizontaux, de sorte que la position relative de tout le reste semblait fantastiquement variable. Briden pressa la pierre en plusieurs endroits, sans résultat. Puis Donovan en palpa délicatement le pourtour en appuyant sur chaque pan séparément. Il grimpa interminablement le long de la moulure grotesque, c'est-à-dire ce qu'on appellerait grimper en admettant que l'objet ne fût pas horizontal. Et les hommes s'émerveillèrent qu'une porte si vaste pût exister dans l'univers. Enfin, très doucement, très lentement, le haut de l'immense panneau céda vers l'intérieur. Ils comprirent qu'ils étaient en équilibre. Donovan se laissa glisser, on ne sait comment, le long du montant pour rejoindre ses compagnons, puis tous assistèrent au bizarre retrait du monstrueux portail sculpté. Dans ce délire de distorsion prismatique, il se déplaçait anormalement en diagonale, au mépris de toutes les lois de la matière et de la perspective. L'ouverture révéla des ténèbres presque concrètes. Cette obscurité était vraiment une qualité positive, car elle occultait certaines parties des barreaux intérieurs qui auraient dû être visibles. En fait, elle se déversait au dehors comme une fumée après son éternel emprisonnement, assombrissant le soleil à mesure qu'elle montait, sournoise, au battement d'ailes membraneuses, dans un ciel soudain rétréci et guibeux. Des profondeurs fraîchement ouvertes montait une puanteur intolérable, et, bientôt, Hawkins, qui avait l'ouïe fine, crut percevoir une espèce d'immonde clapotis. Tous les marins tendirent l'oreille. Ils écoutaient encore, lorsque le monstre apparut, lourd et bavant, poussant à tâtons sa gélatineuse énormité verte à travers la noire embrasure, dans l'air corrompu de cette cité vénéneuse et démente. Sur ces mots, l'écriture du pauvre Johansen faillit le trahir. Il estime que 2 des 6 hommes qui ne regagnèrent pas le bateau moururent de peur en cet instant maudit. Le monstre était indescriptible. Aucun langage ne saurait rendre de tels chaos de folie immémoriable et hurlante. Cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière, de l'énergie et de l'ordre cosmique. Grand Dieu, une montagne se déplaçait lourdement. Peut-on s'étonner qu'à l'autre extrémité de la terre, un grand architecte fût devenu fou, tandis que le malheureux Wilcox battait la campagne au même moment télépathique. L'entité des idoles, verte et visqueuse, progéniture des astres, s'éveillait pour réclamer son dû. Les étoiles étaient de nouveau propices à ce qu'un culte séculaire n'avait pu réussir à dessein,
Une bande de naïfs matelots l'avait fait par accident. Après des millions et des millions d'années, le grand Cthulhu était à nouveau lâché, brûlant de satisfaire ses voraces appétits. 3 hommes furent balayés par les bas de Flasque avant que personne eût le temps de se retourner. Dieu leur donne le repos s'il est encore le moindre repos dans l'univers. C'étaient Donovan, Guerrera et Angstrom. Parker glissa, tandis que les 3 survivants se précipitaient frénétiquement vers le bateau par-delà l'étendue sans fin de roches verties, et Johansen affirme qu'il fut englouti par un angle de maçonnerie qui n'aurait pas dû se trouver là, un angle aigu qui s'était comporté comme s'il avait été obtus. Seuls Briden et Johansen atteignirent le canot et firent force de rame jusqu'à l'Alerte, pendant que le monstre descendait pesamment les degrés de pierre gluante, puis hésitait en pataugeant au bord de l'eau. On n'avait pas laissé complètement tomber les pressions, malgré le départ de tout l'équipage. Quelques secondes de course précipitée entre le gouvernail et la chambre des machines permirent au yacht d'appareiller. Lentement, au milieu des horreurs contre nature de cette scène indescriptible, l'hélice se mit à battre des eaux fatales. Cependant, sur ce rivage de mort qui n'appartenait pas à cette terre, la gigantesque créature venue des étoiles bavait en bafouillant, tel Polyphème maudissant le bateau d'Ulysse en fuite. Puis, plus hardi que le cyclope légendaire, le grand Cthulhu glissa dans les flots pour se lancer à la poursuite, soulevant des vagues au formidable rythme de sa puissance cosmique. Briden, regardant en arrière, devint fou, saisi d'un rire strident, comme il ne cessa de rire par crise, jusqu'à ce que la mort vînt le surprendre une nuit dans la cabine où Johansen errait en délirant. Mais Johansen, lui, n'abandonna pas la partie. Comprenant que le monstre rattraperait à coup sûr l'Alerte avant que la pression eût atteint son maximum, il risqua le tout pour le tout. Lançant les machines à pleine vapeur, il fonça sur le pont comme un éclair et renversa la direction. Il se fit dans les eaux fétides un grand remous écumeux, puis tandis que la pression montait sans cesse, le hardi norvégien mena son navire droit sur son poursuivant gélatineux qui se dressait au-dessus d'une mousse impure, telle la poupe d'un infernable galion. L'effroyable tête de pieuvre aux tentacules convulsés atteignait presque le beaupré du robuste yak, mais Johansen chargea sans faiblir. Il y eut une explosion de ballons qui crèvent, un liquide immonde comme si l'on avait fendu un poisson-lune, une puanteur de charnier gorgée de cadavres et un son que le chroniqueur ne put se résoudre à décrire. Le bateau fut un instant souillé par un âcre et aveuglant nuage verdâtre, puis il ne resta plus qu'un répugnant bouillonnement à l'arrière où, Dieu du ciel, cette entité plastique se recomposait dans sa détestable forme originelle, tandis qu'elle semblait s'éloigner à chaque seconde, à mesure que l'Alerte augmentait la pression et prenait de la vitesse. Ce fut tout. Après cela, Johansen se contenta de méditer sombrement sur l'idole de la cabine ou de préparer de maigres repas pour lui-même et le fou qui ricanait près de lui. Il n'essayait plus de gouverner depuis sa fuite audacieuse, car la réaction avait brisé quelque chose dans son âme. Vint la tempête du 2 avril et les nuages enténébrèrent sa conscience. Reste une impression de tourbillon spectral dans des gouffres liquides infinis, de chevauchées vertigineuses sur une queue de comète, parmi des univers vacillants, de plongeons insensés de l'enfer à la lune, pour repartir ensuite de la lune à l'enfer. Tout cela égayé d'un cœur glousant de dieux anciens, pervertis et hilars, et de lutins verts du Tartare, narquois avec leurs ailes de chauve-souris. Au terme de ce cauchemar vint la délivrance, le vigilant, le tribunal de l'amirauté des rues de Dundee et le long voyage de retour à la vieille maison près de Leichberg. Il ne pouvait rien dire, on l'aurait cru fou. Il écrirait donc ce qu'il savait avant de mourir, mais sa femme devait tout ignorer. La mort serait un bienfait sans pareil si seulement elle pouvait effacer les souvenirs. Tel était le document que je lus. À présent, je l'ai déposé dans la boîte de fer blanc avec le bas-relief et les notes du professeur Angel. J'y joindrai le compte-rendu témoignage de ma propre santé mentale où est mis en corrélation ce qui, je l'espère, ne le sera plus jamais. J'ai considéré tout ce que l'univers peut renfermer d'horreur, même si les ciels printaniers et les fleurs de l'été ne seront jamais que poison pour moi. Mais je ne pense pas que ma vie soit bien longue. Mon oncle est parti, et le pauvre Johansen. Ainsi partirai-je aussi. J'en sais trop, et le culte existe toujours.
Mais ces ministres sur terre continuent à mugir, à caracoler et à tuer dans les lieux solitaires autour des monolithes couronnés de son image. Il a dû être piégé par le naufrage alors qu'il se trouvait dans sa noire citadelle, sinon à l'heure qu'il est, le monde entier hurlerait de terreur. Qui peut prévoir la fin? Ce qui a surgi peut disparaître, et ce qui a sombré peut surgir à nouveau. L'abjection attend son heure en révélant au fond de la mer, et la mort plane sur les cités chancelantes des hommes. Un jour viendra, mais non, je ne dois ni ne puis y penser. Si je ne survis pas à ce manuscrit, fasse le ciel que mes exécuteurs